tous, bonsoir et bienvenue. Le bras de fer entre les autorités militaires au Niger et la CEDEAO continue. Alors qu'une mission des chefs d'État de la CEDEAO a rencontré la junte ce samedi 19 août pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, le général Tiani, l'homme fort du Niger, annonce une transition de 3 ans. La CEDEAO menace d'intervenir militairement et active ses forces. La junte, quant à elle, se dit prête à se défendre. Le peuple africain retient son souffle. Pendant ce temps, l'Église catholique au Togo a observé 3 jours de triduum pour implorer la grâce divine. À quoi doit-on s'attendre pour les prochains jours? C'est la grosse interrogation dans notre débat de ce jour. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Père Pierre-Marie Chanel Afognon. Il est directeur national de l'enseignement catholique, aumônier national des cadres catholiques du Togo. Bonsoir, Père. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. En face de lui, nous avons un acteur de la société civile, monsieur Noukounou Yao Eklo, président de Ton de la jeunesse patriotique. Bonsoir, mon président. Bonsoir à vous, monsieur Agouzou. Bonsoir au père Afognon. Et bonsoir également à tous vos collaborateurs et à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Avant de démarrer notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, permettez que nous revenions sur notre dernier numéro de l'émission du 12 août dans lequel un de nos invités a tenu des propos injurieux à l'encontre du président Patrice Talon de la République sœur du Bénin. Nous présentons donc nos sincères excuses au président de la République du Bénin et au peuple béninois et à tous nos internautes et téléspectateurs. Nous prenons donc la décision, la mesure pour les jours à venir. Merci à vous tous. Mon père, bienvenue. Merci. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer mon frère qui est aussi invité comme moi pour cette émission. Alors, mon père, vous avez suivi l'actualité à l'international au Niger, le coup d'État. Depuis quelques jours, on en parle. L'Afrique est agitée. En tant que père catholique, quel regard vous portez de façon générale sur les coups d'État de ces derniers jours en Afrique? Merci pour cette question. Nous devons affirmer, à la lumière de ce qu'on appelle dans l'Église catholique la doctrine sociale de l'Église, qui est l'enseignement de l'Église sur la société, la politique, l'économie et tout ce qui touche la vie en société. Donc, ce document est clair que ce qui fait la valeur politique, c'est la démocratie. Et ce choix est clair, parce que dans la démocratie, tous les citoyens ont la possibilité de s'exprimer et à travers leurs représentants, ils arrivent à interagir de façon efficace pour la construction de la cité. En partant de cela, nous pouvons dire que l'Église catholique ne peut jamais donner un quitus à un coup d'État. Que ce soit le coup d'État entendu comme militaire ou d'autres formes de coups d'État, notamment des coups d'État constitutionnels aussi et d'autres. Cela dit, de façon générale, en condamnant les coups d'État, parce que ce n'est pas la voie ordinaire et normale d'accession au pouvoir politique, au même moment, l'Église est aux côtés des populations pour porter avec ces populations leurs désirs les plus nobles, à savoir un développement humain intégral qui est en faveur du bien-être de tous sans exclusion. C'est ce que je peux dire de façon générale. Mais on a constaté ces derniers jours avec les coups d'État que les populations soutiennent les putschistes. Est-ce que vous n'êtes pas dans un embarras de choix de condamner les coups d'État au même moment les populations qui soutiennent ce coup d'État? Il n'y a pas d'embarras et encore moins d'amalgame, parce que comme je venais de le dire, ce que l'Église vise, c'est le développement humain intégral. L'homme est en même temps esprit, un corps, et à ce titre, il vit toujours en société. Et
pour qu'ils puissent vivre de façon digne, il est indispensable qu'un minimum indispensable aussi lui soit assuré. Et ce minimum indispensable repose sur la liberté et les libertés en général, le respect de ses droits et l'accomplissement aussi des devoirs en tant que citoyen. Et chaque fois que dans nos pays, on a l'impression que la misère se généralise, on est dans une forme de paupérisation galopante et que les populations ont l'impression qu'il y a des organisations qui sont des organisations qui profitent soit à travers leurs représentants plus ou moins légaux ou à travers plutôt des forces extérieures. Il arrive un moment où pour vraiment se positionner comme patriotes, les citoyens vont pouvoir se réjouir d'un coup d'État parce qu'ils voient dans cet acte un acte de libération, un désir du développement humain intégral. Dans tous les cas, ce que l'Église dit, c'est que chaque peuple puisse s'autodéterminer et saisir où se trouve son bien. Tout ceci de façon pacifique. L'Église n'a jamais été ni pour la guerre, ni pour la violence. Alors, Président Nkounou, vous avez écouté notre père. Quel est, vous, votre regard sur la situation actuelle en Afrique avec ces coups d'État qui se perpétuent? Merci à vous pour votre question. Moi, comme pour dire que je suis obligé d'aller de façon directe, qui est celle que nous sommes toujours dans une confusion totale. En Afrique, nous sommes dans une confusion parce que nous avons tendance à ne pas vouloir une chose et son contraire, puisque nous-mêmes, nous sommes beaucoup pleins des coups d'État, surtout dans les années d'indépendance. Et aujourd'hui, nous qui avons toujours, nous qui nous sommes pleins des coups d'État, nous nous retrouvons en train de façon naïve d'applaudir ces mêmes coups d'État. Alors aujourd'hui, ici, il faut faire une évaluation de tous ces coups d'État jusqu'à aujourd'hui, en termes significatifs. Qu'est-ce que cela a apporté comme mutation sur l'Afrique et dans nos pays? Bon, pas sur l'Afrique de façon générale, mais dans nos pays francophones, où nous avons vu que les coups d'État ont été plus fréquents dans nos pays francophones. Alors donc, je pense, ma foi, que nous devons nous ressaisir et nous ressaisir à comprendre que la cession au pouvoir, et si nous avons fait l'option, si nous avons fait le choix démocratique, il faut que cela soit ancré dans nos esprits que la cession au pouvoir doit être l'émanation du choix populaire. Et donc, dans des conditions appropriées. Et qu'est-ce que je veux dire par les conditions appropriées? Je veux parler de la transparence des élections. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes indépendants et nous avons en charge la construction de notre pays, la gestion de nos ressources. Nous portons une responsabilité. Alors, mais cette responsabilité-là, comment l'assumons-nous? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tous les processus électoraux sont conduits par nos soins. Lorsqu'il y a élection, ce n'est pas un occidental ou un maghrébien ou un américain qui quitte son pays pour venir présider la structure chargée d'organiser, de superviser, de proclamer les résultats d'une élection. C'est toujours nous. Alors, comment se fait-il que nous qui avons la charge de toujours conduire ces processus-là, nous n'arrivons pas à le faire dans l'optique de rassurer les populations, mais au contraire de toujours créer un sentiment indécis, un sentiment de confusion. Et c'est ce qui s'explique généralement par la descente des populations dans les rues quand il y a des coups d'État. Alors donc il y a une certaine confusion, et cette confusion-là, c'est la conséquence
du manque de responsabilité des acteurs qui créent des situations et, ma foi, impactent sur le moral, la conscience, l'indignation des populations, ce qui fait que... Vous pensez que la cause des coups d'État incombe aux chefs d'État aujourd'hui même de la CEDEAO? Il n'y a pas qu'au chef d'État, il n'y a pas que le chef d'État. Vous savez, les coups d'État, d'abord, ce n'est rien de logique, ce n'est rien de légal, et ce n'est rien de normal. Voilà, ce n'est rien de normal, surtout quand nous faisons le choix démocratique, ce n'est rien de normal. Et le père Afognon venait de le mentionner, il y a plusieurs formes de coup d'État, que ce soit le coup d'État militaire, le coup d'État constitutionnel et le coup d'État électoral. Alors donc nous devons prendre conscience que ce sont des démarches, des comportements qui ne nous élèvent pas, qui ne nous honorent pas et qui nous font mettre dans une position d'incongruité, d'incohérence. Et donc, nous devons sérieusement en prendre conscience. Et tout est seulement question de responsabilité. Parce que lorsque nous ferons vraiment le choix, nous prendrons, comment dirais-je, cette possibilité, cette capacité, cette hauteur d'assumer nos responsabilités républicaines, patriotiques, citoyennes, comme ça se doit, je crois que... La responsabilité à quel niveau ? Oui, mais la responsabilité... Bon, je venais de donner, je survolais un exemple, juste comme ça, en parlant des structures en charge d'organiser les élections. Parce que, vous savez, ce sont des citoyens qui prennent la charge de la tête de ces structures-là. Alors, comment conduisent-ils et les populations ne se retrouvent pas assez souvent dans les résultats ou bien dans le processus qu'ils enclenchent. Alors que nous voyons ailleurs, sous d'autres cieux, les mêmes processus qui sont conduits, mais de manière transparente, qui rassure les citoyens. Nous n'avons jamais vu que dans d'autres contrées, qu'il y a des processus électoraux qui aboutissent à des constatations, etc. Ça fait du mélange et nous devons en prendre conscience pour savoir que nous devons arriver à un moment, prendre conscience d'arrêter ces mélanges-là, d'assumer nos responsabilités comme ça se doit. Père, à chaque coup d'État, on voit la CEDEAO avec ses multiples sanctions. Quel est votre avis sur ces sanctions? On se pose la question, on sanctionne les poutistes ou c'est les populations civiles qu'on sanctionne? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais reprendre, je crois que c'est de Barack Obama, qui disait que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, non? L'analyse qui est là montre clairement que ce que nous déplorons, c'est que nos institutions n'arrivent pas à assumer ce que nos populations portent. Je donne un exemple. Même aux États-Unis, Trump a voulu aller contre les résultats. C'est récent. Mais les institutions républicaines ont rétabli l'ordre. Alors, chez nous, on a l'impression qu'il y a trop de compromission, trop de non-dits que je situe à 3 niveaux. D'abord, j'ai l'impression, et beaucoup d'auteurs vont dans ce sens, qu'il y a beaucoup d'interférences de la part de ce qu'on appelle tantôt communauté internationale, tantôt des États qui, par le passé, ont eu à nous coloniser, ainsi de suite, mais aussi les forces endogènes complices qui laissent libre cours à tout cela. Et enfin, disons, l'armée aussi. Il faut le reconnaître, dans nos pays, quelquefois, l'armée est au service de ceux qui incarnent le pouvoir public. Voilà. Cela dit, je reviens à la question. Pour nous, Église, et la conférence des évêques, dans son message rendu public le 14 août 2023, est clair là-dessus. Après avoir considéré 5 éléments, voici ce qui est écrit noir sur blanc.
dans le but de converger, je cite en fait, dans le but de converger les protagonistes de la crise vers une table de négociation, nous suggérons la levée des sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont les premières victimes sont les populations civiles, notamment les femmes et les enfants. Il est donc clair que pour l'Église catholique du Togo, les sanctions imposées par la CEDEAO ne font qu'aggraver la situation de paupérisation, de misère pour des populations innocentes qui, en fait, ne souhaitent que vivre dans la liberté, dans la paix et voir leur pays se développer pour être des hommes qui assument pleinement leur dignité. Et pour l'Église catholique, disait saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Chaque fois que l'homme est opprimé, écrasé par la misère, par les maladies dont il ne peut pas se soigner, où les gens n'ont pas accès à de l'eau potable, ni à l'électricité ou autre chose, partout l'homme est en train de croupir dans la misère, la dignité de Dieu, elle aussi, est touchée. Donc, quand la CEDEAO prend des sanctions de ces genres, où on ferme la frontière de certains pays, et on sait que ce pays, par exemple, a besoin de médicaments, a besoin de vivres, a besoin d'un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux pour la vie des citoyens, et non des poutistes, mais des citoyens. Et pourtant, sans distinction, sans discernement, on bloque tout. Est-ce que un tel acte entre nous, Africains, est humain? Personnellement, nous pensons que non. Il faut encore distinguer. Je suis d'accord qu'on puisse dire qu'on ne va pas faire passer des armes, on ne va pas faire passer des munitions, un certain nombre d'éléments. Mais comment on peut fermer la frontière à des vivres et à des médicaments? Quand on sait qu'au Niger, il n'y a pas de firme pharmaceutique qui produit ces médicaments et que ce pays du Sahel, par tradition, a toujours bénéficié d'échanges avec les autres populations. En tout cas, au nom de la conférence des évêques du Togo, comme je viens de lire, ces sanctions ne font pas véritablement sens parce que c'est les femmes, les enfants, les pauvres qui payent ça. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut punir. Est-ce que c'est la faute à la CEDEAO ou aux poutistes quand on écoute le président Alassane Ouattara, après la session de la conférence des présidents, il a fait un point de presse, il jette le tort sur les poutistes. Si aujourd'hui les populations souffrent, c'est les poutistes qui créent cette situation. La cause, c'est qui? Moi, je ne dirais pas la cause, c'est qui, mais je suis presque sûr, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, que s'il faisait un tour au Niger, je parie que ceux qui ont faim, ceux qui ne peuvent pas se soigner d'un simple paludisme, ce ne seraient pas ceux qui sont au palais. Ça doit être des pauvres. Et donc, nous catholiques, nous, Église, nous sommes toujours du côté des pauvres. Et des fois, il est important que quand nos autorités prennent la parole, qu'ils puissent vraiment partir de nos populations. Des fois, j'ai l'impression qu'ils prennent la parole à partir de leur palais ou à partir d'autres endroits. Et nous n'allons pas faire un débat ici qui va amener à nous voir présenter des excuses à la prochaine émission. Mais chacun doit se remettre en cause. Dans l'Église, on parle de la métanoïa, de la conversion. Et Jésus disait ceci: quand tu veux enlever de l'œil de ton frère le petit bout de bois, commence par à lever la poutre que tu as dans ton œil. Alors tu peux mieux voir pour enlever ce petit bout de bois dans l'œil de l'autre. C'est très important et c'est ce que je peux dire. Alors, Président, au niveau de la société civile, comment vous appréciez les sanctions de la CEDEAO? Vous avez écouté l'homme de Dieu. Non, vous savez, et tout à l'heure, vous aurez pu remarquer que j'ai beaucoup insisté sur le sens de responsabilité. J'ai beaucoup insisté. Et je crois que ça fait des décennies et que non seulement nos pays accueillent ces différents produits, que ce soit alimentaires, pharmaceutiques, etc.,
mais n'empêche que notre continent, nos pays ont toujours le caractère, le statut de pays pauvres, où les pauvres jonchent nos pays. Alors, maintenant, moi, la question de responsabilité me préoccupe parce que je crois que ce manque de responsabilité-là, c'est ça qui nous éloigne d'un idéal. Nous n'avons pas d'idéal. Et je crois que arrivé à un moment, il faut qu'on sache, vraiment où exactement nous voudrons y aller. Et c'est pourquoi, moi, je ne trouve pas d'inconvénient du tout à ces sanctions-là, surtout que aux premières heures de ce coup d'État, bon, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a certaines populations qui sont descendues dans les rues pour dire non à ces coups d'État, mais qu'est-ce qu'on n'a pas remarqué? On a remarqué que les militaires ont tiré pour les disperser, pour les empêcher d'exprimer leur opinion. Mais après, quand d'autres réseaux sont montés au chrono pour applaudir les putschistes, c'est une responsabilité également. C'est en cela que je m'appuie encore et toujours sur les centres de responsabilité. Parce que lorsque les populations sont entretenues dans une certaine naïveté, dans une certaine confusion, d'un côté, ce n'est pas forcément de leur faute, puisque ceux qui animent la vie politique, ceux qui sont en charge de la gouvernance de nos pays, la responsabilité, la faute leur incombe. C'est en cela. Alors, vous pensez que ces sanctions sont normales? Ben, écoutez, monsieur Agouzou, c'est la conséquence. Je crois que ces putschistes-là, avant de se lancer dans cette démarche-là, doivent pouvoir poser tous les pour et contre. En temps normal, c'est ça. Dans la vie, en tant qu'un humain, avant d'enclencher quelque chose, vous devez être en mesure d'évaluer, de poser le pour et le contre. Et donc, et en toute responsabilité, quand vous y lancez, lorsque les conséquences arriveront, vous saurez que, effectivement, nous-mêmes nous y attendons. Mais ma foi, je vois que ce n'était pas le cas, parce que si c'était des gens qui avaient posé tous ces pour et contre là, et savaient que lorsqu'ils iraient dans cette démarche, il y aurait des sanctions, etc., ils auraient déjà pu prévoir des alternatives de manière à ce que si réellement, eux aussi, se souciaient des populations, si concrètement, les sanctions, c'est contre qui? Concrètement, les sanctions, mais c'est en cela que je vous parle de responsabilité. Non, tout à l'heure, vous avez dit... contre les populations, c'est contre les putschistes. Les sanctions, d'abord, c'est l'acte, c'est contre le putsch, c'est contre le coup d'État, et de facto, ça rejaillit sur le pays et les citoyens en même temps. Donc voilà. Alors, et quand les populations aussi descendent dans les rues pour applaudir, donc vous applaudissez ce qui n'est pas normal. Alors donc, quand il y a des conséquences sur ce qui n'est pas normal, vous devez être en mesure. J'insiste toujours sur la question de responsabilité. Et ma foi, je crois que ça nous manque toujours à nous les Africains. Nous n'avons pas souvent conscience de l'aspect responsabilité. Alors mon père, on a l'impression que les putschistes n'ont pas mesuré les conséquences de leurs actes. Quand on écoute notre ami de la société civile. Je partage entièrement la question de la responsabilité. Mais je me situe à un niveau où l'Église ayant fait l'option préférentielle pour les pauvres, nous ne pouvons pas admettre que l'on puisse laisser mourir des enfants, laisser mourir des populations et prétendre que là, on est en train de sanctionner des gens qui sont arrivés au pouvoir de façon, disons, illégale. Et ça va encore plus loin. La conférence des évêques dit que les violences et les guerres sont toujours source de fragilisation, de paupérisation des populations. Donc, aujourd'hui, il y a ce bras de fer. Non seulement il y a des sanctions qui font que les uns et les autres, une bonne partie de la population du Niger, qui déjà avait des difficultés, vont en avoir plus, mais ça va encore plus loin. On va aller rétablir, entre guillemets, l'ordre constitutionnel et on ira avec des moyens militaires.
Et tout le monde sait que dès qu'on commence à utiliser les armes, les dégâts collatéraux, on ne peut pas les éviter. Et donc, pour nous, chrétiens catholiques, du moins de par la bouche de nos évêques et au nom de l'Évangile, s'il y a mal, c'est déjà fait. Il faudrait utiliser le dialogue, la négociation, la diplomatie pour arriver rapidement à une solution. Et la conférence des évêques a eu même à se réjouir du fait que le Togo semble être dans cette optique de ne pas utiliser la force militaire pour résoudre ce problème. Parce que il ne faut pas oublier un autre aspect dont le message des évêques ne parle pas. Mais le président qui est victime de ce coup d'État, je ne vais pas donner des noms ici, au Niger, que tout le monde connaît, et ceux qui sont au pouvoir, il faut savoir, moi j'ai écouté un de ces discours, où quand il y a eu le coup d'État au Tchad, il disait que le fils du président de ce pays, qui arrivait au pouvoir, était aussi, entre guillemets, stratégique, parce qu'il faudrait s'organiser pour barrer la voie à tous ces terroristes qui sont en train de descendre. Aujourd'hui, on ne doit pas oublier non plus cette dimension-là, que dans le Sahel, et ça vient jusqu'au nord de notre pays aujourd'hui, il faut dire les choses, il y a ces groupes qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui ont des armes et des moyens de guerre entre leurs mains et qui font déjà beaucoup de mal à nos populations. Et donc, quand on est en train de rechercher les solutions, on ne doit pas oublier ça. Parce que c'est au nom de la démocratie qu'on a créé ce qu'il y a aujourd'hui en Libye et qui a créé d'autres problèmes en Afrique. Nous pensons que les principes démocratiques doivent être défendus. Mais dans les contextes, avec ce qui advient historiquement, il faut toujours chercher rapidement et dans le plus possible des solutions qui ne reposent pas sur la violence. Alors, vous avez voulu réagir? Oui, M. Abouzou, vous savez quoi? Je crois que c'est cette largesse-là dont la CEDEAO a toujours fait montre qui fait que le phénomène continue par se répandre. Vous parlez de largesse, c'est-à-dire? Oui, parce que nous avons vu, lorsqu'il y a eu le coup d'État, d'abord moi j'ai condamné le coup d'État contre le président Marc Roch, Christian Kaboré, qui n'a même pas de sens. Lorsqu'il y a ce coup d'État, alors la CEDEAO qui vient demander aux putschistes de présenter une feuille de route pour conduire une transition. Après ça, il y a eu coup d'État également. Et il y a eu deux avant que Assimi Goïta c'était le deuxième coup d'État qui est arrivé. Bon, et la Guinée également. Et ensuite, c'est le Niger. Bon, qu'est-ce qui a été évoqué contre le président Roch Marc? Que non, qu'il n'arrivait pas à prendre des décisions qu'il faut contre le terrorisme et que les militaires devaient monter au créneau. Les militaires sont montés au créneau, mais qu'est-ce qu'on a vu? Il y a toujours les terroristes, ils n'ont pas fait aucun miracle du tout. Bon, et le Mali, depuis Assimi Goïta là, quel miracle, quelle magie il a fait? Les terroristes frappent toujours. Alors, ce n'est pas une question de, oui, c'est les militaires qui doivent accéder au pouvoir, et donc du coup, il y a un miracle qui doit se faire. Non, et je crois que arrivé à un moment, nous devons savoir exactement ce que nous voulons. Parce que si nous devons évoquer cet aspect-là des populations, etc., cela, j'insiste toujours sur l'aspect responsabilité. Si nous devons nous cantonner à cela, je crois que peut-être que chaque année, il y aura toujours des coups d'État parce qu'il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune contrainte et donc c'est libre. On peut faire un vote aujourd'hui, élire un président et au bout de 6 mois, quelqu'un, parce que voyant qu'il a la force des armes, peut se lever encore, le renverser et puis on dira non, il ne faut pas prendre de sanctions parce que la population est gentille et puis le phénomène continue par se perpétuer. Et voilà. Non, je crois que nous les Africains, à un moment, nous avons besoin de sérieux et ce sérieux est
est que ce qui ne nous honore pas, ce qui n'est pas de droit, ce qui n'est pas un idéal, il faut qu'on arrive à mettre une rupture, quelles que soient les conséquences ou quelle que soit la force de la mesure qu'il faut l'appliquer une fois pour de bon pour arrêter cela. Quelles que soient les conséquences, est-ce que vous pensez également au social? Mais écoutez, monsieur Agouzou, le social, je suis d'accord pour vous. Mais beaucoup de nations, même quand vous prenez la Révolution française, beaucoup de nations, avant de se construire, sont obligées de passer par des périodes difficiles. Alors ces périodes difficiles-là, il faut pouvoir les passer. La vie même est difficulté. Même la guerre? Je dis, la vie même est difficulté, monsieur Agouzou. La vie même est difficulté. Donc il faut pouvoir affronter les difficultés, les vaincre, et c'est en ce moment que vous pouvez baliser une voie que sinon, ce serait toujours le désordre. Sinon, demain, même si les 3 ans ne finiront pas, Tchanier, il y aura encore un militaire qui le renversera encore, etc. Ça fait du nous allons bois. revenir sur l'intervention militaire de la CEDEAO, mais nous allons marquer une pause. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togoléviens, bâtissons la cité. Deuxième partie de l'émission Coin de vérité. Bras de fer entre la CEDEAO et les autorités militaires au Niger. À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Je suis avec mes 2 invités. Mon père, quand on voit aujourd'hui les sanctions de la CEDEAO et la médiation de la CEDEAO, ça semble un peu difficile. La CEDEAO menace de rentrer en guerre, sinon d'utiliser la voie militaire pour redresser ce qui se passe au Mali. Mais quand vous analysez, quelle impression vous avez? Je suis totalement du côté de l'Église catholique. Vous restez toujours avec l'Église catholique. Nous ne pouvons pas, dans notre espace aujourd'hui, avec ce que la situation des citoyens présente, souhaiter qu'on puisse résoudre ce problème politique par les armes. En fait, il faut tenir compte du contexte géopolitique et du contexte sociologique du Niger et des peuples de ce que d'autres appellent la CEDEAO, des peuples. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des autorités religieuses et plein d'autres personnes qui habituellement n'ont pas, disons, d'intérêt politicien au sens du terme, c'est-à-dire ils n'ont pas pour ambition de conquérir le pouvoir politique et de l'exercer, mais qui ont déjà rappelé plusieurs fois à l'ordre que commencer un combat militaire au Niger, c'est fragiliser davantage la sous-région. La CEDEAO dit l'intervention militaire, ce n'est pas contre le peuple nigérien, mais contre les putschistes. C'est juste pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Oui, dit comme tel, ça rappelle d'autres éléments. Et lesquels, par exemple? Permettez que je puisse évoquer des situations par le passé aussi dans la sous-région où on a vu des présidents passer par la guerre pour arriver au pouvoir. Et chaque fois, et ça c'est encore les évêques qui le disent, je l'ai déjà dit, chaque fois qu'il faut utiliser la violence de cette façon, on crée une situation de fragilisation et ce sont les populations qui payent ça en vies humaines, en conditions de vie dégradées, ainsi de suite. Et il faut tenir compte que si aujourd'hui il y a une violence au Niger, les populations doivent être gérées aussi par les autres pays. Est-ce qu'on va fermer aussi la frontière contre les réfugiés?
et les autres pays de la CEDEAO qui vont accueillir ces réfugiés, qu'on le veuille ou non, cela va influencer leur budget. Est-ce que au sein de la CEDEAO, ils ont suffisamment pensé à ça? Parce qu'il y a déjà dans nos pays des déplacés. Je défie ceux qui diront que ce n'est pas ça, mais d'aller aujourd'hui dans le Pendjal et ailleurs pour voir combien d'écoles sont déplacées, combien de gens ont quitté leur maison, alors que nous sommes au Togo, dans un pays où pour le moment, par la grâce de Dieu, les armes ne crépitent pas. Alors nous devons gérer nos populations en mouvement à l'interne et gérer nos frères et sœurs qui aujourd'hui vivent au Niger, travaillent là-bas, soutiennent même des familles au Togo qui doivent rentrer précipitamment. Ils rentreront avec leurs enfants, tout et tout. On doit les accueillir, les gérer. La CEDEAO a pensé à un budget pour tout ce qui va se faire dans ce sens. Et quand on prend le Nigeria même, comme une puissance, combien de populations à l'interne sont en déplacement à cause de la violence, de ce qu'on appelle le terrorisme? Donc, il faudrait que ceux qui veulent aller utiliser les armes au Niger puissent prouver à nous, population lambda, qu'on a pris les dispositions pour que, si on va là-bas en septembre, les enfants, les femmes et autres qui quittent le Niger et qui vont se retrouver, par exemple, à Lomé, on a pensé à eux et qu'on ne va pas aggraver leur situation. Parce que je suis d'accord que le principe démocratique soit respecté. Je l'ai dit, l'Église est contre les coups d'État et moi-même comme personne, je suis contre. Mais il faut savoir aussi que chaque peuple marche selon des réalités complexes. Et il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'ingérence aussi dans la façon dont les populations veulent gérer leur pays. Peut-être que c'est naïvement que les gens sont en train d'applaudir, c'est possible. Mais moi, je ne veux pas croire que tout le peuple du Niger est un peuple qui n'a plus de cervelle pour analyser. Au Niger, il y a des intellectuels, il y a des autorités religieuses, il y a la société civile. Laissons-leur le temps de penser leurs problèmes. On ne peut pas les exclure et trouver les problèmes à leur place. Alors, M. Nkounou, intervention militaire de la CEDEAO, est-ce que cela ne fait pas craindre le pire? Monsieur Agouzo, vous savez quoi? D'abord, je voudrais rappeler, préciser que lorsqu'il y a eu des conflits majeurs en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu des déplacés, et ces déplacés-là, dans tout l'espace où ils se sont retrouvés, il y a eu une prise en charge qui leur a été assurée au travers du HCR. Donc les réfugiés, que ce soit politique, même quand les réfugiés politiques quittent ici ou ailleurs, il y a toujours les conditions d'accueil qui leur sont assurées, y compris des populations. Donc sur cet aspect-là, je vois que... Est-ce que ce n'est pas grave? Bon, ce sont des mesures, qui sont établies de manière à ce que qu'il y ait une prise en charge quand il y a une situation qui pousse à cela. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, je voudrais, moi, sérieusement appeler cette junte-là à la raison. Parce que c'est cette junte-là qui crée toutes ces conséquences. Je veux vraiment appeler cette junte à la raison. Et pour vous rappeler que, vous savez, en 2005, au décès du président Eyadema, lorsque nos militaires au Togo ici ont pris l'initiative de porter, non pas de prendre le pouvoir pour eux, mais ils ont porté un civil à la tête du pays en totale violation des textes de la constitution de notre pays. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quand la communauté internationale a appelé au retour à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qu'il y a eu? Les militaires se sont repliés. Celui qu'ils ont porté au pouvoir, comment dirais-je, rétracté. Il a démissionné et on a laissé un processus de transition conformément à la Constitution. Et la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée qui assume la transition et qui conduisent le processus comme ça se doit. C'est pas le même contexte ici. Oui, mais c'est quand même le même contexte. Parce qu'en 2005 également, c'est une forme de coup d'État. Alors, mais nos militaires ont pris raison. Quand la communauté internationale a appelé, aussitôt que la communauté internationale a appelé au retour à l'ordre constitutionnel, ils ont pris raison
et ils ont abandonné leur projet. Alors, j'appelle à cette raison-là, cette junte militaire, si réellement cette junte se soucie des populations, si réellement cette junte se soucie de leur pays, alors qu'ils recouvrent la raison, qu'ils reculent et laissent, même s'il faut parler de transition, je crois que les textes constitutionnels du Niger ont prévu qu'en cas de vacances, qu'il y ait des mesures, et ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, parce qu'ils ont la force des armes de décider, et même que des militaires fassent un coup d'État, et ils soient eux encore ceux qui soient ceux-là qui doivent conduire une transition avec une feuille rouge. C'est en totale contradiction avec la loi. Et ça, c'est avec nous les Africains seulement qu'il faut toujours voir de ces genres de choses qui ne nous honorent pas. Non, donc moi j'appelle... Est-ce que c'est pas une insulte aux Africains? J'appelle... Non mais alors, où est l'insulte? C'est les actes que nous posons, et nous sommes appréciés. Nous sommes appréciés. Oui, mais attends, un goûter. Quand vous me dites que je suis... Le coup d'État est-il constitutionnel? Le coup d'État est-il légal? Or, nous faisons des coups d'État. C'est normal? Alors, qu'est-ce que la loi, la Constitution a prévu pour conduire une transition? La loi a prévu que ce sont les militaires qui viennent conduire une transition? C'est ce que la loi a prévu. Si vous soutenez l'intervention militaire de la CEDEAO, vous avez vu le Mali, le Burkina qui est solidaire vis-à-vis du pays Niger. Oui, tous. Est-ce que cela ne va pas embraser l'Afrique? Oui, et vous savez, c'est cela, je disais que la CEDEAO se voit rattrapée par ses largesses. Parce que si la même fermeté avait été contre le Burkina et le Mali, quand il y a eu coup d'État qui est illégal, qui est anticonstitutionnel, il n'y aura pas d'embrasement aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, cette largesse-là, elle se répand, et c'est ça qui crée ses conséquences. Aujourd'hui, demain, on peut entendre encore que c'est le Bénin, un autre jour, c'est encore ce truc-là. Non, il faut arrêter l'hémorragie. Ce qui n'est pas légal, ce qui ne nous honore pas. Je précise encore, M. Abouzou, c'est toujours avec nous, les Africains. Bon, enfin, l'Afrique, une partie de l'Afrique, parce que même les Maghrébiens, pas trop, ils ne veulent pas s'identifier à nous dans certaines de nos manières, de nos comportements. Quand vous identifiez les habitants, quand vous parlez d'Africains, on a l'impression qu'on s'insulte. C'est la question que je pose. C'est pas de l'injure? Oui, pourquoi vous voyez de l'injure? Moi, c'est une interpellation pour nous à faire des choses qui nous élèvent, qui nous valorisent et qui suscitent de l'admiration, de l'appréciation sur nous aux yeux du monde. C'est en cela que je nous interpelle. Alors, pour finir, il faut que cette junte militaire retrouve raison pour comprendre que le pays est important, le peuple est important, et donc, du coup, c'est cette position de s'entêter, quoi que vaille, parce qu'eux, ils sont dans cette position, il faut qu'il y ait du désastre, qu'il y ait le désastre. Voilà. On va écouter mon père. Vous avez vu la dernière fois la mission de la CEDEAO qui a rencontré la junte, mais après, le responsable de la junte annonce une transition de 3 ans. On a l'impression que la médiation même est fermée, la porte des négociations semble être fermée. Aujourd'hui, si on laisse la junte, qu'est-ce que la CEDEAO deviendrait? Merci beaucoup. Je vais dire seulement 3 choses. D'abord, comme homme religieux, nous prions parce que nous avons la conviction que dans des situations extrêmes, seul Dieu qui est tout-puissant peut toucher les cœurs. Les rebelles, excusez-moi l'expression, ceux qui sont aujourd'hui, entre guillemets, au pouvoir au Niger et qui savent eux-mêmes qu'ils sont arrivés là, pas des voies qui ne sont pas prévues par les tests de leur pays, doivent faire leur part. La population du Niger doit faire sa part. La CEDEAO aussi doit faire sa part. Mais qu'on laisse chacun jouer sa partition. Là, ce que je vais dire n'engage pas la conférence des évêques du Togo, mais je parle comme un homme religieux et comme citoyen togolais et ensuite comme africain. Je pense que nous n'avons pas à nous auto-flageller. Nous avons une histoire qui est la nôtre avec ses complexités. On ne va pas me faire croire que la façon dont la souveraineté est exercée, par exemple en France, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs, est exercée de la même façon dans notre sous-région. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes pour dire que l'influence de l'extérieur et le désir hégémonique de transformer la terre d'Afrique en quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que nous voulons existe aussi.
Vous parlez là de manipulation, c'est ça? Et que ce soit des manipulations, que ce soit des intérêts, que ce soit au niveau de toutes ces industries, les puissances économiques qui ont besoin de nous, dans des relations non équilibrées, ce sont des réalités. Mais ce que moi je voudrais dire très humblement, c'est que l'on ne donne pas l'impression qu'on veut résoudre le problème du Niger à la place de ses citoyens. Depuis là, je n'entends pas à quel moment on a donné la parole à la société civile. Est-ce que la société civile même maîtrise l'enjeu quand on parle du coup d'État? Oui, mais moi je pense que la CEDEAO ne peut pas prétendre aller avec des armes au Niger sans écouter la population de ce pays. Osons ce pas. Et quand la conférence des évêques du Togo parle de dialogue, de négociation, de diplomatie, c'est dans ce sens. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'ils aillent avec des armes et tout ce que ça peut créer, bon, peut-être on va rétablir, peut-être on ne va pas rétablir. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les habitants, ce sont les populations du Niger qui vont s'asseoir à un moment donné pour réfléchir et déterminer la direction. Mais il faut préciser que la CEDEAO est dans la voie de négociation de dialogue, mais elle dit, au cas où le dialogue n'aboutissait pas, elle est obligée d'intervenir militairement. Ça veut dire qu'en face d'elle, l'interlocuteur doit aussi écouter. Ça, c'est bien. C'est ce que j'ai dit. Que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, pas des voix qui sont non constitutionnelles, qui ne répondent pas aux tests du Niger, doivent faire leur part. Mais qu'on laisse la population du Niger aussi faire sa part. Qu'on puisse les écouter aussi. On ne peut pas vouloir résoudre le problème du Niger aujourd'hui sans les populations de ce pays. Alors, nous avons encore quelques minutes pour terminer, mais il faut revenir sur la gestion, sinon la diplomatie du chef de l'État togolais. On a vu aujourd'hui, la junte a reçu la CEDEAO grâce au chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui prône la voie diplomatique, qui refuserait peut-être l'intervention militaire. Est-ce qu'il ne faut pas apprécier en tant que Togolais ici? Monsieur Agozo, moi je voudrais juste dire que d'abord le Niger ne vit pas en autarcie. Le Niger fait partie d'un espace et fait partie de la CEDEAO, et il y a certaines règles déontologiques qui régulent. Et donc, quoi qu'il en soit, les coups d'État ne sont pas légaux, ce sont anticonstitutionnels. Et je crois que la CEDEAO même fait montre de largesse en ouvrant, en œuvrant de façon diplomatique à des ouvertures de dialogue pour faire entendre raison à cette jointe. Oui, comment appréciez-vous la diplomatie du chef de l'État? On a vu tellement de missions qui se sont convergées vers ces poutistes-là, cette junte militaire, mais toujours est-il qu'ils restent réfractaires, ils ne veulent pas entendre raison. Alors donc, ma foi, finalement, je me demande bien si ils le font dans l'intérêt de leur pays ou bien dans leur propre intérêt égoïste. Alors donc, je crois que moi, de toutes les façons, moi, je soutiens la CEDEAO dans toutes ces démarches parce qu'il est temps que ce désordre-là, cette pagaille-là cesse. Il est temps que cela cesse. Et ça, c'est ce qui me tient à cœur. Les coups d'État, tant que ce ne sont pas des voies légales, il faut que tout soit mis en œuvre pour qu'à jamais. Et je crois que j'ose croire que la CEDEAO se met dès maintenant dans une autre posture, dans une autre démarche de plus montrer de la largesse face à ce qui n'est pas normal. Et ma foi, mon souhait est que cela s'étende également au niveau des coups d'État constitutionnels et également, aux premières heures, j'ai même fait une publication et demandé à ce qu'il faut qu'au sein de la CEDEAO, qu'il y ait une commission qui soit mise en place de manière à ce que quelque élection que ce soit dans un pays de l'espace, il faut que ce soit cette commission-là qui se charge d'aller organiser les élections pour assurer... Le temps nous embête un tout petit peu. Mon père, en quelques mots, comment appréciez-vous la diplomatie du chef de l'État? Est-ce que vous semblez être sur la même longueur donc que le chef de l'État? Pas seulement moi en tant que père Afognon, mais l'Église catholique au Togo. Je vais lire un extrait. Nous saluons la courageuse, sage et prudente position
des dirigeants de beaucoup de pays, dont le Togo, des leaders politiques et de la société civile de nos sous-régions qui privilégient la voie du dialogue dans le discernement et la responsabilité devant l'histoire. Donc nous, c'est notre part. Nous sommes heureux si les différents responsables de notre sous-région peuvent user de la diplomatie pour arriver à une solution qui fasse moins mal à la population. Nous ne sommes pas pour les coups d'État. Nous les condamnons, mais c'est un fait. C'est la gestion du fait que, dans la gestion du fait que nous estimons du meilleur. Et du coup, la CEDEAO, par rapport au protocole qu'elle-même a dû mettre en place, doit aller jusqu'au bout. Quand dans un pays, il y a un coup d'État constitutionnel, la CEDEAO doit prendre le devant. Quand il y a un coup d'État électoral, la CEDEAO doit prendre le devant. Il faudrait que la CEDEAO se crédibilise dans sa façon de prendre position. Au cas contraire, il y aura la CEDEAO des dirigeants qui va rencontrer sur sa route la CEDEAO des peuples. Alors mon père, quel sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous continuons de prier pour qu'une solution se trouve au Niger par les voies pacifiques. Et nous espérons que chacun fera sa part pour que cela soit ainsi. Merci d'être venu. Merci à vous et merci à nos amis. Monsieur le Président, quel sera votre mot de la fin? Oui, très rapidement. Mon mot de la fin, c'est qu'il est temps que nous, les Africains, nous prenions nos responsabilités. Nous prenons conscience de nos responsabilités pour assumer nos responsabilités de manière à ce que plus jamais, que ce soit le coup d'État avec des armes, les coups d'État constitutionnels et les coups d'État électoraux, qu'ils prennent fin. Il faut arriver à mettre fin aux coups d'État militaires, coups d'État constitutionnels et les coups d'État électoraux. C'est très important pour notre valorisation, notre élévation. C'est mon souhait. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous tous ceux qui êtes restés à l'écoute de cette émission. J'étais avec Pierre Chanel Afougnon, qui est directeur national de l'enseignement catholique au Monnaie nationale des cadres catholiques du Togo, et M. Nukunu Yao Eklo, président du Temps de la jeunesse patriotique. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.